Bonjour Christine Farinck et Jérôme Rava, et bonjour à vous tous qui nous avez rejoints sur ce webinaire consacré à Mon carnet du grand oral, paru aux éditions Nathan dans la collection Mes carnets bac. Alors n'hésitez pas au cours de ce webinaire de poser vos questions dans la zone de chat. Nous y répondrons en fin d'émission. Et puis nous allons aussi vous proposer un petit sondage. Vous verrez, c'est rapide et ça sera assez amusant. Enfin, sachez qu'un replay sera disponible dans les prochains jours dans votre boîte mail. Donc aujourd'hui, nous rencontrons donc Christine Farinck et Jérôme Rava, les deux auteurs de Mon carnet bac, le grand oral. Donc tous les deux, vous avez consacré du temps pour élaborer cette méthode qui prépare efficacement les élèves des séries générales et technologiques à cette nouvelle épreuve. Alors pourriez-vous vous présenter? Qui êtes-vous, Christine Farinck, Jérôme Rava? Alors bonjour Karine, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup aux éditions Nathan de nous donner l'occasion de nous adresser à nos collègues professeurs et d'échanger avec eux. Donc je suis Christine Farinck, je suis metteuse en scène, j'enseigne le théâtre dans des contextes très différents, du cours Florent au Conservatoire d'art dramatique de Paris et à la Sorbonne et actuellement à Sciences Po. Je suis également formatrice en prise de parole en public. Et puis, j'ai accompagné de nombreux élèves en décrochage scolaire dans les zones d'éducation prioritaire. Je me présente aussi. Chers collègues, bonjour, je suis Jérôme Rava, professeur en classe préparatoire, professeur de philosophie en classe préparatoire économique et commerciale. J'ai également enseigné pendant plusieurs années en terminale, dans les sections générales et les sections techniques. J'ai d'ailleurs d'enseigner dans le secondaire, en complément de mon service en classe préparatoire, et j'enseigne spécifiquement dans l'enseignement de spécialité HLP, Humanité, Littérature, Philosophie, ce qui veut dire très concrètement que je vais préparer mes propres élèves à l'épreuve du grand oral. Nous avons déjà commencé, notamment en travaillant sur les projets d'orientation, et nous allons continuer bien sûr dans les semaines à venir. Et je précise que Christine et moi avons organisé le concours d'éloquence dans mon établissement. Bien, tout à fait. Alors, deux spécialistes de la prise de parole, de l'expression et aussi des enseignants, donc forcément proches des élèves et de leurs préoccupations. Alors, ce grand oral, c'est un énorme enjeu. Donc, en quoi ce grand oral n'est pas comme un autre oral? Qu'est-ce qu'il a de différent? De quoi s'agit-il? Effectivement, cet oral est différent, il n'est pas comme les autres. Alors d'abord parce que c'est une épreuve qui sera très coefficientée, très importante dans l'ensemble du bac. Réussir cette épreuve, c'est augmenter significativement ses chances d'obtenir le bac. Évidemment, ne pas la réussir, c'est s'éloigner de cet objectif. Voilà pour le premier point. Et puis, ce qui fait de cette épreuve une épreuve vraiment unique, c'est le fait que, d'une certaine façon, le grand oral combine 3 oraux. Parce qu'il y a 3 éléments importants dans ce grand oral. Il faut d'abord parler pendant 5 minutes sans notes, debout, face au jury. Il faut également faire un entretien ensuite, et il faut présenter son projet d'orientation. Ce sont 3 choses différentes qui souvent sont présentées de manière séparée et qui là seront combinées. Et évidemment, ces 3 choses demandent un certain nombre de compétences, de qualités. Il faut savoir argumenter, il faut savoir parler de soi, il faut savoir répondre et écouter le jury, il faut savoir se projeter dans l'avenir. Ce sont des compétences qui sont difficiles à acquérir et qui, en grande partie, sont inédites pour nos élèves. Voilà, donc il y a une dimension technique qui est très importante et puis il faut ajouter aussi la dimension symbolique parce qu'étant donné, alors c'est une première édition, mais et en plus dans des conditions très particulières de crise sanitaire qui font qu'avec la suppression des écrits de spécialité, finalement la charge symbolique va reposer grandement sur ce grand oral justement, donc la pression est d'autant plus forte. La bonne nouvelle, c'est que ça va être un moment mémorable, mais on peut vraiment dire que sur le plan symbolique comme sur le plan technique, ça va être une épreuve redoutable et redoutée par les élèves comme par les professeurs, hein. Alors, redoutable et redouté, ce sont des mots forts que vous employez là. Alors, quelles sont donc les difficultés particulières auxquelles vont être confrontés les élèves, mais aussi vous, les enseignants qui nous écoutez? Alors, s'agissant de ces difficultés, il faut d'abord dire une chose qui est évidente pour tout le monde, mais disons-le une fois pour toutes, le grand oral n'a pas encore eu lieu. C'est encore inédit.
la première session n'a pas encore eu lieu. Donc, nous ne savons pas encore précisément tous les problèmes qui peuvent apparaître durant le grand oral. Mais nous pouvons quand même nous douter qu'il y ait un certain nombre de difficultés, de problèmes, je dirais même de pièges qui vont apparaître pour les élèves et que notre carnet, d'ailleurs, réussit à contourner en grande partie. Voilà, en tout cas, nous espérons que ce carnet du grand oral va aider à contourner des pièges. Alors, je voudrais évoquer le premier. Il y a le piège de la démotivation. Disons-le clairement, nous arrivons tous dans cette situation particulière de Covid, fatigués, avec des instructions, des contre-instructions qu'il faut gérer. On navigue un petit peu à vue, et c'est vrai qu'il y a ce piège de la démotivation, tant pour les élèves que pour les professeurs, pour nous-mêmes, et de se demander est-ce qu'on le prépare, comment on le prépare, est-ce qu'il va être annulé 15 jours avant ou pas. Alors disons-le, on ne sait pas tout, mais dans la mesure où il va avoir lieu vraisemblablement, quelles que soient ses modalités. Il faut le préparer maintenant. Ça, c'est vraiment un conseil que nous aimerions donner. Il est temps de s'y mettre. Mais donc, ce carnet, par rapport à la démotivation, nous espérons qu'il apporte une première solution parce c'est un carnet ludique qui est personnalisé, personnalisable. Et si on peut montrer quelques extraits, quelques pages de l'ouvrage, on est vraiment dans un univers très, très coloré. Alors, il s'agit des pages, là je vois que c'est autre chose, des pages d'extraits, c'est avant, d'extraits du carnet. Alors, si on peut arriver, voilà, merci beaucoup. Donc, on est dans un carnet dont l'élève pourra faire son compagnon, son journal de bord. Il y a un autotest qui fait le démarrage du carnet, dans lequel l'élève coche des cases, répond à des questions, s'évalue à l'oral au démarrage. Le professeur peut d'ailleurs utiliser lui-même cet autotest. Et quand on progresse, voilà, on voit à quel point l'univers, et on a essayé de faire un univers tout sauf anxiogène, justement, et l'élève est vraiment réconforté et accompagné et personnalise complètement son journal de bord, qui est donc vraiment personnalisé et ludique. Alors, quand on avance un petit peu dans les slides, on peut voir également donc que l'on va pouvoir exprimer son ressenti, coller par exemple au moment de l'orientation et des choix son test ONICEP de personnalité. On va pouvoir coller, renseigner lorsqu'on a assisté à des forums la liste des événements auxquels on a assisté, coller ces versions d'exposés. Voilà, vraiment un carnet ludique personnalisé. Alors, merci beaucoup pour ces extraits. Un deuxième piège, vraiment, et on insiste là-dessus, c'est vraiment le piège du temps. En fait, se mettre à préparer tard le grand oral en se disant on donnera un coup de collier au dernier moment, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors, pourquoi c'est trop tard? Parce que même quand on est un fort à l'oral, et on sait que parmi nos élèves, c'est vraiment pas la majorité, l'épreuve est faite et tellement il y a un niveau de complexité dans l'épreuve qui fait que il y a des temps de digestion minimum à respecter, et donc il faut commencer, et il faut bien 2-3 mois minimum pour faire cela. Or, le carnet, dans sa structure de préparation chronologique et pas à pas, justement permet de se prémunir, parce que l'aspect de planification et d'organisation est vraiment une dimension importante du carnet. Le temps de préparation se double aussi dans la difficulté, ce qu'on appelle le piège du temps lui-même de l'épreuve. Ça, c'est quand même tout à fait inédit et extraordinaire de faire autant de choses en 20 minutes. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, en 5 minutes, on fait un exposé, en 10 minutes, on échange, et en 5 minutes finales, il s'agit de présenter son projet d'orientation, d'échanger dessus. L'épreuve est chronométrée. On a 20 minutes de préparation précédente qu'il faut aussi gérer, parce que ça peut être aussi 20 minutes de démotivation. Le temps est omniprésent, et c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, et le carnet y aide. Je voudrais ajouter, avant de te laisser la parole, Jérôme, de dire qu'il y a aussi le piège du fractionnement. Tu l'as dit, il y a 3 € en 1. Mais c'est le même candidat qui s'exprime, et le référentiel est absolument formel. Il ne s'agit pas de penser que chaque bloc est autonome l'un de l'autre. Il faut assurer la cohérence, et il faut que l'orientation soit alignée sur les exposés.
Ça, c'est une vraie difficulté méthodologique. Et le carnet, encore une fois, dans les séances chronologiques qu'il propose, tient compte de cette mise en cohérence. Voilà. Et si nous poursuivons cette longue liste des pièges dans lesquels les élèves peuvent tomber, il y a aussi des pièges qui sont liés aux attentes du jury, c'est-à-dire à nos attentes en tant que professeur. Et là, il va falloir être clair, hein, vous allez devoir être très clair avec les élèves sur ce qui est attendu d'elles et d'eux. Un premier piège, en l'occurrence en ce qui concerne les attentes, c'est le piège que j'appellerais le piège de la question de cours. Beaucoup d'élèves pourraient penser qu'il suffirait de prendre une séquence de cours dans cette demande spécialité, de faire une sorte de copier-coller, de mettre un plan à partir de là, et ils pourraient penser que cela suffit. Cela ne suffira pas. Ce n'est pas ce qui est attendu d'eux. Le grand oral n'est pas un exposé de connaissances. Il faut être très clair là-dessus, ce n'est pas un exposé de connaissances, parce que ce grand oral doit être relié à l'élève. Il doit être relié, je dirais, à son identité, c'est-à-dire à ses valeurs, à ses goûts, à ses choix personnels, à son parcours. Et en ce sens, le grand oral, c'est vraiment un exercice personnalisé. Cette personnalisation, c'est vraiment un élément fondamental du grand oral. C'est vraiment en personnalisant leur exposé, par exemple, que les élèves vont pouvoir choisir une problématique adaptée. Une problématique adaptée, c'est-à-dire une problématique qui est reliée à eux, tout simplement. Et d'ailleurs, dans le carnet, dans le carnet, nous élaborons des éléments pour trouver des problématiques. Il y a des séquences qui en parlent. C'est un premier problème, donc, celui de la question de cours. Un deuxième problème, qui d'une certaine façon est le contraire du premier, mais qui est aussi très important, c'est ce que j'appellerais le piège de l'éloquence. Beaucoup de nos élèves vont aller au grand oral avec une idée fausse de ce qui est attendu. Ils vont penser qu'il suffit de parler avec brio, avec prestance, avec assurance. Je peux même reprendre un terme que certains élèves vont utiliser, qu'il suffira d'avoir la tchatch, n'est-ce pas, pour réussir leur épreuve. Là aussi, ce n'est pas vrai, c'est faux. Le grand oral n'est pas un concours d'éloquence. Et nous le disons avec d'autant plus de fermeté que nous avons nous-mêmes organisé des concours d'éloquence. Donc nous le savons bien, nous savons de quoi nous parlons ici. Ce n'est pas un concours d'éloquence. Il y a bel et bien un socle de connaissances, un socle disciplinaire de connaissances à transmettre au jury. Sinon, on aurait une mauvaise note. Quelqu'un qui se croit ou qui est éventuellement brillant à l'oral, qui a de grandes capacités oratoires, mais sans fond, si son exposé n'a pas de fond, il aura une mauvaise note. Tandis que quelqu'un qui n'est pas forcément très à l'aise à l'oral, mais avec un exposé bien structuré, avec du fond dans son exposé, peut avoir une note tout à fait correcte. Voilà. Donc ce n'est pas une question simplement de capacité d'éloquence, ce grand oral. Et puis il y a un dernier piège, toujours sur les attentes dont il faut parler, très spécifique au grand oral. Comme vous le savez, le jury du grand oral sera hybride, c'est-à-dire qu'il y aura un professeur de la spécialité de l'élève, mais aussi un professeur d'une autre spécialité, de tronc commun, ou peut-être même un professeur documentaliste. Et donc, l'élève devra trouver le bon ton pour ne pas tomber dans le piège d'un exposé trop technique ou au contraire d'un exposé insuffisamment technique. Il va falloir trouver un équilibre ici. Et donc, dans notre carnet, nous élaborons quelques éléments pour trouver le bon ton, pour trouver le bon vocabulaire, la bonne façon de formuler les questions, de façon à ne pas perdre complètement le professeur qui n'est pas spécialiste, car il ne comprendra pas forcément tous les enjeux de la question dans ce cas-là, et aussi quand même, il faudra en même temps satisfaire le professeur qui est spécialiste, avec quand même un certain niveau de technicité dans ce qu'on dira. On peut penser aux sciences notamment, où cette question du vocabulaire technique est soulignée. Voilà pour les pièges liés aux attentes. Voilà, c'est des choses qu'on développera, mais bien sûr que parmi les difficultés les plus notables, pour les élèves et pour les professeurs qui les accompagnent, c'est la mémorisation. Par les 5 minutes sans notes, c'est terrible. Et puis, il y a l'échange avec le jury. Les élèves ne sont pas familiers de ce type d'entretien. Donc voilà, tout ça, ça fait beaucoup de choses à maîtriser. Oui, beaucoup de pièges, beaucoup de difficultés, beaucoup de nouveautés. Donc, il faut rester motivé quand même pour travailler sur ce grand oral. Alors,
comment justement votre méthode qui s'incarne dans ce carnet va-t-elle permettre de réussir cette épreuve? Alors, Karine, on est complètement, en empathie avec ces difficultés et c'est vraiment ce qui nous a, nous, guidés dans la conception d'une méthode que nous avons appelée Help and Go. C'est un acronyme un petit peu étrange, mais que je vais développer. Voilà, cette méthode, elle répond à toutes ces difficultés. On a évoqué le problème du temps, de la gestion du temps, le problème de toutes ces multiples compétences à acquérir. Donc, c'est une méthode pas à pas, progressive et non pas thématique. Je prépare l'exposé, je prépare l'orientation, etc., mais chronologique, c'est-à-dire dans quel ordre fait-on les choses pour qu'au final, tout soit cohérent et on est prêt. Et puis, elle va combiner les deux éléments fondamentaux de ce qu'est l'oral, qui n'est pas une oralisation de l'écrit, qui est beaucoup plus. Il y a un exercice de conviction à produire et donc ça combine à la fois ce qu'on peut appeler le savoir-être, tout ce qui est de l'ordre d'un travail personnel, la confiance en soi, son stress, son identité, ses valeurs, etc., aux techniques proprement dites de l'épreuve. Un exposé, c'est un exposé, il y a un plan, etc., etc. Donc cet acronyme, cette méthode Help and Go, c'est HELP. Et HELP, ça a l'air d'être de l'anglais, mais ce n'est pas de l'anglais. Et oui, il manquerait un H, ELP. Alors ELP, E pour ethos, ce sont les trois catégories très anciennes, gréco-latines, de la prise de parole dans l'agora grecque, et qui désignait les trois choses absolument fondamentales dès qu'on ouvre la bouche en public. Ethos, l'identité de celui qui parle, donc ce que j'évoquais à l'instant. Le logos, comment on parle, tout ce qui est de l'ordre des arguments, de la syntaxe, du vocabulaire, la voix elle-même fait partie du logos. Et puis le pathos, P pour pathos, à qui parle-t-on? À qui s'adresse-t-on? Quelles sont les attentes et comment, si on le souhaite, avoir un impact de conviction sur ceux qui écoutent. Donc HELP, ce sont tous les exercices qui, dans chaque séance, les 30, qui guident pas à pas l'élève vers la réussite à l'examen, ce sont donc tous ces exercices sur le travail sur soi. Et puis, il y a donc le Go. Go, très basiquement, comme grand oral, ce sont donc les techniques proprement dites. Alors, on peut voir, on peut montrer en slide, par exemple, on évoquait des exercices HELP, donc il y a une petite pastille jaune qui désigne donc dans le slide suivant, s'il vous plaît, qui désigne donc à l'intérieur de chacune des 30 séances ces moments où on va travailler sur soi. Donc ici, je bâtis ma confiance en moi et on va prendre des notes, faire des exercices très guidés que le professeur justement peut déléguer complètement au carnet, sauf s'il a des affinités. Le rituel anti-stress qui est développé régulièrement et largement dans le carnet avec des exercices pratiques. Une question comme est-ce que je regarde mes professeurs, enfin le jury, le jour J, donc là aussi, donc des exercices HELP. Et puis, au slide suivant, vous montrez comment, dans chaque séance, on combine le HELP, travail sur soi, et le GO, les techniques de l'épreuve. Prenons l'exemple de l'entretien. Il y a le GO, comment répondre aux questions du jury, avec ici vraiment un brief complet sur qu'est-ce que c'est une question, comment on peut l'anticiper, quelle est la typologie de questions que l'on peut voir continuer sur le slide suivant. Et puis dans la même, entre guillemets, leçon ou séance où l'élève est pris par la main, eh bien, il va y avoir un exercice HELP, donc voilà, au slide encore suivant, s'il vous plaît, qui est un exercice sur l'écoute. Et oui, c'est paradoxal, au grand oral, il faut parler, mais au moment de l'entretien, il va falloir sérieusement écouter les questions. Et la capacité d'écoute, c'est quelque chose qui s'entraîne aussi. Donc voilà le travail de fond, le travail HELP que l'on peut faire. Voilà donc cette méthode. Cette méthode, c'est vraiment la prise en compte de toutes ces difficultés, de toutes ces compétences à acquérir et se demander dans quel ordre on le fait, à quelle dose, et comment on additionne par la répétition l'acquisition de ces compétences. Donc, c'est quelque chose que nous testons nous-mêmes dans nos cours et qui fonctionne. Voilà, on peut trouver une efficacité et la méthode Help and Go est là pour ça. Je vous cite, Christine, vous dites, Oui. je ne sais plus quelle page de votre carnet, que vous allez révéler des secrets du grand oral. Donc là, vous en dévoilez peut-être un petit peu. Y en a-t-il d'autres?
Oui, alors c'est sur la couverture, hein, c'est sur la couverture où on dit qu'on va, on va révéler donc les secrets de l'épreuve. Oui, alors les secrets de l'épreuve, il y en a un, je viens de le dire, c'est donc cette combinaison de compétences profondes, HELP, et de techniques de l'épreuve. Je voudrais juste ajouter sur ce sujet que moi j'ai beaucoup travaillé vraiment en décrochage scolaire et dans les zones d'éducation prioritaire. On n'est pas tous égaux hein, à l'oral, mais aussi pour une raison d'habitus social, il faut être très très clair. Il y a des attentes en termes de comportement, de façon d'être, qui favorisent certains élèves qui héritent de cette aisance du fait de leur milieu familial, leur contexte personnel, et tant mieux pour eux. Et puis il y a ceux qui ne l'ont pas. Alors le HELP, eh bien c'est ça, c'est-à-dire c'est se demander ce qu'il faut faire, où il faut aller, sur quel levier appuyer pour rattraper. Voilà, donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et de dire que c'est possible. C'est possible, simplement il faut s'y mettre progressivement, pas à pas. Voilà. Donc, premier secret, le help and go. Et puis, il y en a d'autres. Il y en a même, on peut en donner en tout cas 2 autres. Voilà, secret. Un deuxième secret, c'est la question de l'orientation. Il faut commencer par l'orientation quand on prépare le grand oral avec les élèves. Cela n'a pas l'air forcément logique au premier abord parce que l'orientation, c'est ce qui arrive en dernier dans le déroulé de l'exposé du grand oral le jour J. On va parler de l'orientation en dernier. Mais dans la préparation, c'est ce qui doit arriver en premier. Il faut d'abord aider l'élève à répondre à la question « Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» ou « Qu'est-ce que je veux faire de mes études ?» C'est d'abord cette question-là qu'il faut envisager avant de se demander par la suite quel sujet d'exposé, quelle question d'exposé je vais choisir. Voilà, donc concrètement, moi, c'est de cette façon que j'ai commencé ma préparation au grand oral, hein, par demander, poser des questions aux élèves sur leur orientation. Oui, parce qu'il faut dire que c'est une chose que le référentiel impose. Hein, ça, c'est pas nous qui le formulons. C'est imposé par le référentiel qui indique qu'il va falloir justifier. L'élève devra justifier de la cohérence entre son projet d'orientation, qui arrive en numéro 3, le jour de l'épreuve, par rapport à ses questions d'exposé. Il faut qu'il y ait un lien, une cohérence qui vient d'un centre d'intérêt, d'une identité particulière. Voilà. Donc, je rebondissais Voilà. sur ce point. Et c'est l'orientation qui détermine le sujet d'exposé et non l'inverse, hein, d'où l'ordre que je viens d'énoncer. Et ensuite, le dernier secret, en tout cas pour aujourd'hui, le dernier secret serait la question de la répétition. Répéter, répéter, répéter. Il faudra répéter régulièrement les mêmes séquences de manière progressive, hein, mais régulièrement les mêmes séquences durant la préparation du grand oral. Il ne faut pas penser que une fois pour toutes, quand on a vu tel ou tel point, c'est fini et on passe à la suite. C'est plus compliqué. Il faut répéter, comme je le disais, de manière progressive, c'est-à-dire en améliorant les points qu'on a vus les uns après les autres. Par exemple, si on commence à faire passer les élèves à l'oral durant la préparation, on peut commencer à les faire passer 2 ou 3 minutes, ensuite 4 minutes, et progressivement arriver vers les fameuses 5 minutes hein, qui sont attendues le jour J, parce qu'il est vrai que, je suppose que vos élèves vous en ont parlé, ils ont tous peur, ou en tout cas beaucoup ont peur, de passer 5 minutes sans note. On peut y arriver, mais il faut le faire de façon progressive. Durant la préparation. Oui. Alors, on a bien compris que mon carnet du grand oral, c'est un carnet personnel, personnalisable, construit de manière progressive, chronologique, qui permet d'accompagner les élèves au fil des semaines vers cette nouvelle épreuve. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le rôle du professeur dans la préparation du grand oral? Oui, alors le professeur doit faire une chose qui revient régulièrement dans le référentiel, un verbe revient régulièrement, c'est tout simplement le verbe accompagner. Le professeur doit accompagner ses élèves. Que veut dire accompagner? Accompagner, premièrement, veut dire ne pas imposer le sujet d'exposé, la question d'exposé, ni le projet d'orientation. C'est une tentation qui pourrait apparaître pendant les séances de préparation parce que certains élèves vont venir vous voir en disant bah, « je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas quel sujet choisir » et vous pourriez être tenté de choisir à leur place. Ce n'est pas ce qu'il faut faire, hein. Vous ne pouvez pas choisir à leur place. Vous devez les aider à se poser les bonnes questions pour trouver par eux-mêmes le sujet et le projet d'orientation. Et notre carnet vous y aidera parce que dans notre carnet, il y a différents éléments qui vont permettre
durant les 30 séances de préparation, aux élèves de travailler en autonomie pour trouver par eux-mêmes ce qui doit être trouvé. Et puis, cela, par contre, excusez-moi, n'empêche pas évidemment d'avoir un regard critique sur ce que vous proposent les élèves, de leur poser des questions, par exemple, comme tu disais juste avant, sur la cohérence de l'orientation. Il va falloir qu'ils justifient cette cohérence. Donc, le professeur est là aussi pour avoir un regard critique sur ce que proposent les élèves, sans accepter tout ce que les élèves présentent. Et enfin, une dernière chose à faire qui est assez générale, mais nous avons des méthodes aussi pour le faire, c'est oraliser l'enseignement. Vous devez au maximum oraliser ce que vous faites. Et par exemple, si vous êtes tenté de faire telle ou telle séquence de cours seul, en proposant un contenu par vous-même, eh bien, à la place, vous pourriez de temps en temps vous demander comment faire participer les élèves à ce contenu de cours. Ça peut aller d'un corrigé, voilà, un corrigé qui serait interactif au lieu d'être simplement la présentation par le professeur d'un contenu, à la reformulation d'une question. Vous savez, moi, par exemple, en cours, je demande régulièrement à mes élèves est-ce que ce point était bien compris? Bon, alors parfois, on peut s'arrêter là, mais on peut aussi aller un peu plus loin en disant bah, écoutez, ce point était bien compris, très bien, reformulez-le, reformulez le point que je viens d'énoncer. Voilà. Et de façon régulière, vous pouvez oraliser votre enseignement de différentes façons. Il y a la question du débat aussi qui peut être évoquée ici. On peut organiser des débats en classe. Il y a aussi une méthodologie pour le faire. Alors, indiquer aussi, parce que très souvent, c'est une question qu'on aborde peu. Il y a une posture, la posture du professeur. Alors, les professeurs sont très, très clairs sur leur enseignement disciplinaire. Mais là, il y a une espèce de discipline supplémentaire qui s'ajoute et qu'on pourrait appeler la discipline grand oral. Et c'est quelque chose de très spécifique puisque nous avons dans l'éducation nationale un enseignement qui est évidemment originellement et de tout temps, depuis toujours, basé sur l'écrit. Donc, dans cette nouveauté, les professeurs, vous allez vous poser la question de votre posture. Est-ce que vous êtes coach? Non. Est-ce que vous êtes conseiller d'orientation? Non plus. Il y a quelque chose qui est assez compliqué. Alors, cette posture, elle va se trouver au quotidien en pratique et je voudrais vous dire vraiment... voilà, c'est une posture qui devra alterner entre la bienveillance. On a tous peur. Cette épreuve, elle arrive, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, on a peur, on se demande comment on va les préparer, comment on va préparer les élèves, mais les élèves se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir faire aussi. C'est un peu la page blanche. Donc la bienveillance et aussi dans la créativité, vous serez surpris. Et moi, venant du théâtre, je peux vous l'affirmer. Ceux qui seront bons au grand oral parce qu'ils auront travaillé, le seront en dehors des pistes habituelles, c'est-à-dire les bons élèves de l'écrit habituel ne seront pas forcément ceux que l'on retrouve à la fin, c'est-à-dire qu'à l'oral, il se passe un rattrapage. Donc, donner sa chance à tout le monde. Et puis, en face de la bienveillance, dans cette posture du professeur, il y a le fait d'imposer des normes. Alors, en fonction de nos propres valeurs, c'est pas forcément facile, mais disons-le, il y a des normes. Il y a des normes de présentation de soi, il y a une attitude attendue, il y a des scories du vocabulaire, une façon de s'exprimer, une attitude qui ne passe pas. Et ça, il va falloir être très clair avec vos élèves. Et tout ça est dit dans le carnet. Voilà. Et puis je voudrais terminer sur ce point, on pourrait en dire beaucoup sur la posture, que là les professeurs ont une chance incroyable d'inspirer, de motiver, de sécuriser et d'être inoubliables pour leurs élèves parce qu'avec la charge symbolique que le grand oral peut revêtir, eh bien les professeurs qui auront contribué à ce moment mémorable, vous savez, ces moments dont on se souvient dans sa vie, vont rentrer dans la mémoire des élèves et j'avoue que moi je suis sensible à ça parce que quand on enseigne souvent, c'est parce qu'on a eu un enseignant ou des enseignants qui nous ont marqués. Alors préparer le grand oral, ça procède de ça, voilà. Et la gratitude des élèves s'exprimera, j'en suis sûre. Alors, préparer le grand oral, s'organiser, les accompagner. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un cadre, un emploi du temps, une organisation, une planification du travail à faire? Est-ce que le carnet apporte des solutions pour aider l'enseignant à planifier son travail tout au long de l'année? Oui, absolument. Alors, le carnet du grand oral, c'est 30 séances pour permettre à l'élève, dans l'autonomie maximale, de travailler. Le rôle du professeur est absolument primordial parce que tenir sur la durée des 30 séances, on a bien compris, c'est pas accessible à tous.
Le professeur, donc dans ce carnet, va trouver ce qui concerne l'élève, il va trouver aussi des informations pour lui, mais là, nous voudrions tout spécialement pour ce webinaire proposer les 8 séances du professeur. L'esprit est le suivant. Si dans une classe, vos élèves sont équipés du carnet, et donc sont en autonomie sur un certain nombre de choses qui sont en pas à pas, vous allez pouvoir faire du carnet une sorte de super assistant à qui vous allez déléguer beaucoup de choses, tout ce qui est de l'ordre du détail, y compris si vous n'avez pas d'affinité avec tout ce qui est de l'ordre de l'orientation, dans le détail, tout ce qui est de l'ordre du travail sur soi, dans le détail. Et puis, vous allez vous réserver les postes très, très importants qui sont de faire des synthèses intermédiaires et de guider vers la fin de la préparation de l'épreuve. Alors, si on passe au slide suivant, comment ça fonctionnerait? Eh bien, il y aurait 3 phases pour le professeur et au total 8 séances ou 8 types de séances. Alors, évidemment, sous réserve de votre effectif et du temps dont vous disposez. Mais les 8 types de séances, c'est dans une première phase démarrer la préparation et inspirer. C'est-à-dire que vous allez rendre un énorme service à vos élèves en collectif en leur disant « Allez, pour ceux qui n'auraient pas démarré du tout, on commence le grand oral ». Donc, dans une première séance, le professeur présente l'épreuve et il planifie le travail et il trouve dans le carnet tous les éléments pour ça. Dans la séance 2, après avoir fait préparer un bloc de séance aux élèves, les élèves vont présenter leur projet d'orientation. Plus exactement, le projet de leur projet d'orientation. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout sur une phase finale, on est pour le professeur sur le moment où il va comprendre ce que les élèves veulent faire pour les aider sur la mise en cohérence et le choix des exposés ensuite. Et dans une séance 3, après avoir demandé aux élèves de faire avec le carnet un certain nombre de travaux, eh bien, il va valider les sujets d'exposé et donner les conseils pour la recherche documentaire. Vous voyez, donc le professeur est vraiment, il arrive sur des moments charnières, des moments de synthèse, et il confie au carnet, il délègue au carnet le pas à pas, puisque le carnet est très méthodique, il est très amical, il s'exprime en disant tu à l'élève qui est pris en charge tout le long. Dans une deuxième phase, et ce serait donc une 4e séance, le professeur va ensuite superviser les recherches, la rédaction des exposés, parce que c'est paradoxal, mais il faut écrire, évidemment, ces 5 minutes, et il va permettre aux élèves de garder le cap. Comment? Dans une 4e séance, il va valider les problématiques, la formulation des questions et les plans des exposés qui sont donc la première séquence du grand oral. Ça, le professeur peut le faire d'ailleurs par des validations de fiches écrites. Et donc, la séance 4 est une séance pour lui où il commente ses fiches. Dans une 5e séance, les élèves vont, alors là c'est un grand moment, on peut même leur demander d'arriver habillés comme le jour J pour voir un peu d'ailleurs. Il y a une fiche là-dessus d'ailleurs dans le carnet, une fiche help. Les élèves vont présenter leurs questions debout, texte en main. C'est-à-dire que là, on n'est pas encore au stade de la mémorisation, mais ils présentent leurs questions. Et là encore, le carnet est d'une grande aide, professeur, parce que vous allez confier au carnet toutes les versions préliminaires de ces textes. Ils vont en toute autonomie pouvoir écrire leur version 1, enrichir leur vocabulaire, leur version 2, y mettre un peu plus de sensoriel, leur version 3, etc., etc. Et ce qu'ils vont vous présenter, c'est une version calibrée où on leur dit dans le carnet comment on calibre à 5 minutes. Et vous arrivez après. Dans une 3e phase, enfin, et qui est une phase fondamentale, je rejoins tout à fait, Jérôme, ce que tu disais sur la répétition, eh bien, vous gardez la prérogative de faire répéter vos élèves pour sécuriser, alors pas seulement psychologiquement, pour sécuriser le contenu du grand oral final, les oraux blancs. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, vous voyez bien que si vous vous investissez beaucoup dans certains détails, vous aurez moins de temps pour quelque chose que les élèves ne risquent pas de faire tout seuls et qui est fondamental. Donc, dans une 6e séance, un premier oral blanc uniquement sur les questions et vous choisissez si on a le temps de passer les 2 questions pour tout le monde ou pas. Ah, encore une fois, question d'effectif. Oui. Voilà. Des effectifs. Évidemment. Dans une séance 7, dans l'esprit graduel que tu décrivais, on va faire un oral blanc sur les questions d'exposé, 1 ou 2, et l'entretien. Alors là, une petite astuce, si vous mettez dans le jury vous-même, vous pouvez inviter un collègue, vous pouvez inviter le professeur documentaliste, mais si vous mettez de façon tournante un autre élève, il y a quelque chose qui va être extrêmement impliquant pour eux, vraiment impliquant et motivant. Et puis, dans une séance ultime numéro 8, idéalement, vous organiseriez un oral blanc complet
c'est 20 minutes pour chaque élève, plus 20 minutes de préparation. Ça peut être lourd, c'est à vous de voir voilà, si les choses sont faisables. Alors, pour conclure, je dirais en tout cas sur cette question et sur ce plan, je dirais que le carnet prend en charge également les révisions. Les révisions à J-7, J-3, J-2, J-1 et jour J du grand oral, parce qu'une performance orale, ça se répète et ça se révise évidemment juste avant. Voilà. Voilà, nous l'espérons, de quoi vraiment aider les professeurs qui délèguent au carnet le pas à pas et qui se réservent les points de synthèse. Eh bien, merci Christine et Jérôme. Alors, avant de prendre du temps pour répondre aux questions, je sais que vous aimeriez concevoir des tutos afin de mettre en œuvre le grand oral dans la classe. Donc, afin que ces tutoriels soient utiles à vous, enseignants, qui partagez ce moment avec nous, vous proposons un petit songeage pour que vous nous disiez quel tuto serait le plus utile pour votre pratique de cours. Donc, normalement, le sondage va apparaître. Il vous suffit simplement de cocher, je crois. Voilà. Donc, on vous laisse quelques instants. Donc, comment organiser une séance de débat? Comment oraliser son enseignement? Comment motiver la classe? Ou alors un autre sujet auquel nous n'aurions pas pensé et qui vous serait très utile. Donc, à l'issue de ce sondage, Christine et Jérôme concevront une progression à mettre en place et elle sera disponible sur le site de Nathan. On vous communiquera bien évidemment par mail toutes les informations pour que vous puissiez accéder à ce tutoriel. Voilà. Alors, au fil de l'année, bien sûr, les auteurs de mon carnet de grand oral vont nourrir le site dédié à ce titre de la collection Mes carnets bac en proposant d'autres tutos, d'autres ressources qui viendront vous aider cette année, mais surtout les années suivantes. Hein, donc là, l'année est déjà bien entamée. Donc, le titre va s'enrichir de nombreuses ressources, de vidéos de coaching, enfin bref, nous ne voulons pas non plus tout vous dévoiler tout de suite. Voilà. Voilà, donc écoutez, nous allons prendre maintenant les questions. Je ne les vois pas. Je ne vois pas les questions. Cliquez ici. Emeline. Je ne vois pas les questions. Alors, Karine, du coup, j'en profite peut-être pour passer il y a une un onglet petite questions. information où elles sont arrivées. Alors, attendez, parce que je ne me rappelle pas. On va avoir besoin d'un tout petit peu d'aide. Question, et après, je clique où? Là. Alors, une première question. Attends, Emeline, j'ai une première question. À quel moment les élèves doivent-ils déposer les 2 questions vives? Attendez, je suis désolée, mais ça n'est pas du tout clair pour moi. Afficher les questions. Oui, comme tu veux aussi. Donc, oui, c'est une question qui est en rapport avec le dépôt des questions, des 2 sujets d'exposé Oui, pour voilà, le grand c'est oral. ça. Pour le jury? Oui, oui, oui. Pour le jury, hein, oui. Alors, la première session, comme je le disais, n'a pas encore eu lieu, mais en toute logique, il devrait déposer ses questions en entrant dans la salle pour le jury. Et donc là, le jury, regardant ces 2 questions à ce moment-là, en choisit une des 2. Alors, les questions
Alors, À mon avis, comme d'habitude, d'ailleurs, quand on passe les oraux, doivent avoir été validés par les professeurs avant. Hein. oui, Voilà. je pense que la question porte là-dessus, en fait. Il s'agit en fait du dépôt officiel avec le cachet de l'établissement, et de mémoire, dans une première mouture du référentiel, c'était avril. Ah, Mais là encore, et c'est sérieux, c'est-à-dire que l'élève s'engage à présenter l'une des deux questions au choix, et c'est ça, comme tu le dis, qui est choisi le jour de l'épreuve. Mais voilà, fin avril, on ne peut plus changer de question. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut vérifier dans le référentiel qui bouge en fait, et qui est disponible sur le site compagnon Nathan. Voilà, en tout cas, aux dernières nouvelles, c'était avril, chose à vérifier quand même. Alors, une autre question, Christine et Jérôme. Pourriez-vous nous donner quelques exemples d'entraînement en classe technologique, plus particulièrement les exemples? Alors, oui, alors peut-être préciser un petit peu l'angle, parce que donc des exemples d'entraînement en classe. Alors technologique, est-ce que bon, je ne sais pas s'il s'agit en fait de prendre des exemples de sujets. Pardon? Bah, une possibilité de ce qui peut être fait en section technologique spécifiquement, ce sont les études de cas. Donc on peut partir par exemple de l'étude d'une organisation comme une entreprise en particulier, et à partir de là, essayer de voir les problèmes rencontrés spécifiquement par cette organisation. Par exemple, un problème assez classique en section technologique, c'est la relation entre les coûts et les bénéfices, l'optimisation des coûts et des bénéfices. Et donc, on peut, à partir de l'analyse d'un problème, essayer de faire participer les élèves en leur demandant quelles seraient les éventuelles solutions qu'ils pourraient apporter à ce problème. De façon générale, au-delà de la section technologique, hein, il faut partir des problèmes. Hein. Il faut partir des problèmes. Les problèmes ne sont pas les mêmes selon les sections, mais il faut avoir une méthodologie pour aborder les problèmes et ensuite adapter cette méthodologie à chaque section. Donc, dans le cas des sections STMG, spécifiquement, ce serait des problèmes en grande partie liés aux ressources, à la gestion et à ce type de questions. Alors, c'est l'occasion aussi de préciser qu'il y a évidemment des spécificités par spécialité. C'est un fait, et il est clair que toutes les disciplines à dimension humaine, c'est une problématique qui peut être différente de celle des matières scientifiques et des maths, par exemple. Bon, mais dans ce carnet, il y a une méthodologie qui est valable, quelles que soient les spécialités, puisque je rebondis sur ce que tu viens de dire concernant, par exemple, un problème de coûts et de ressources en STMG. Un bon sujet est un sujet qui pose un problème. Et d'ailleurs, la question, si on a retenu le terme de question, c'est une interprétation, mais qui me semble valable, c'est que la question formule un problème. C'est parce qu'il y a un enjeu qu'il va y avoir un exercice de conviction, d'ailleurs, de la part de l'élève, et que ce ne sera pas une simple question de cours. Or, le problème, eh bien, il y a des problèmes et des problématiques dans toutes les spécialités. C'est simplement que l'angle va être différent, mais il y a un problème, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes technologiques, il y a des problèmes mathématiques, il y a des problèmes expérimentaux, il y a des problèmes linguistiques, il y a des problèmes historiques, etc., etc. Voilà. Et en ça, la méthodologie que nous proposons est vraiment très solide. Oui, après, on adapte. En fonction de ce que tu viens de dire. C'est le point fondamental, hein, la détection du problème, c'est ce qui fera la différence, un problème pertinent, intéressant, etc. C'est ce qui fera la différence entre un exposé assez plat et un exposé qui va intéresser, motiver le jury à vous écouter. Alors j'ai d'autres questions qui sont assez intéressantes. Alors c'est vrai que le grand oral, c'est une nouvelle discipline, enfin une nouvelle épreuve, mais qui va croiser différentes matières. Chacun a un programme à terminer pour la fin de l'année, un emploi du temps déjà extrêmement chargé. L'année est amplement commencée puisque nous sommes déjà au mois de février. Donc, consacrer du temps au grand oral en plus du reste semble assez considérable pour la plupart des enseignants. Alors, deux problèmes auxquels ils sont confrontés et que peut-être grâce au carnet, vous allez pouvoir apporter des réponses. Comment ne pas tomber dans une espèce de spirale, quelque chose qui serait complètement chronophage
et Tout à fait. qui, enfin, faire du grand oral au détriment de l'enseignement de spécialité qui est déjà très lourd. Comment concilier ces 2 plannings et comment gérer du même coup une classe de 25 élèves, sachant que le grand oral, ben voilà, chacun va travailler de manière individuelle. Alors, quelle réponse le carnet Oui. de grand oral peut-il apporter à ce double problème? Alors, merci beaucoup pour cette question parce que c'est évidemment une chose qui nous a tenus constamment, enfin, qu'on a eu constamment à l'esprit dans la proposition de cette méthode. Alors, typiquement, les 8 séances qu'on a projetées sur les 3 slides là précédemment, c'est quelque chose qu'on va mettre en ressource sur le site Compagnon également. C'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire le professeur ne peut pas accompagner sur chaque détail, chaque phase, chaque élément, l'élève se rendre responsable, il doit être responsabilisé et autonome. Et les 30 séances guidées du carnet sont là pour ça. C'est-à-dire que le professeur n'aura pas d'état d'âme avec ce carnet, à renvoyer l'élève à un pas à pas extrêmement guidé, extrêmement didactique et ludique par ailleurs, qui dit tout ce qu'il faut savoir pour vraiment en pratique faire les choses. Donc l'idée, c'est à nouveau, c'est que le professeur va vraiment limiter ses interventions collectives à ce que l'élève ne peut pas faire lui-même, d'où l'importance des oraux blancs. Il faut arriver assez vite aux oraux blancs et il faut reporter les élèves le plus possible aux séances. Et donc le travail du professeur, c'est s'impliquer dans la planification. Là, ça va être une aide considérable, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, là, tu vas faire telle séance, de telle séance à telle séance, pour telle date, vous avez 15 jours, et moi, je veux vous entendre me présenter. Alors là, on va répondre à la question du temps. Oui. Quand il y a 30 élèves, peut-être que tout le monde ne va pas prendre la parole 5 minutes, mais il est extrêmement important que tout le monde prenne la parole 30 secondes. En Alors fait, justement, l'idée, c'est quand il y a qu'on n'est pas dans un monde idéal. Oui? Alors justement, Christine, Pardon. est-ce qu'on a 30 élèves, est-ce qu'on peut faire travailler plusieurs élèves, par exemple, qui auraient le même projet d'orientation, en tout cas les mêmes aspirations? Est-ce qu'il est possible de faire travailler les élèves par petits groupes, d'organiser voilà, des petits groupes et Oui, des ateliers, qu'ils absolument. travaillent en Oui, commun, ce qui permettrait de faire absolument. avancer plus vite, hein, peut-être ce travail. Oui, et puis il y a aussi quelque chose de fastidieux. On n'imagine pas 30 présentations à la suite pendant des heures de cours d'ailleurs qu'on n'a pas. Donc il s'agirait effectivement de répartir sur plusieurs séances, de les mettre en ateliers préliminaires. Et là, il faut voir en fonction du rapport à l'ambiance de la classe. Quelquefois, c'est tout à fait possible de procéder par atelier dans l'espace du cours ou de leur demander un travail personnel. Alors, dans le référentiel du ministère, il y a un encouragement très très net au fait de faire travailler les élèves par binôme dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, le professeur va dire, voilà, vous avez chacun un binôme et vous allez accomplir un certain nombre d'activités ensemble et vous entraîner ensemble. Ça, c'est effectivement extrêmement motivant, mais ça n'est valable que s'il y a une méthodologie. Donc, je ramène toujours à la même chose. Il faut quand même, à un moment donné, savoir sur quoi on travaille et comment on le fait. D'où l'intérêt de ce que nous cherchons à proposer, c'est-à-dire une méthodologie pas à pas. Alors, bon, pas de langue de bois, hein, on ne va pas se masquer les choses. Bien sûr que ça semble colossal. Mais encore une fois, dans l'état d'esprit à opérer pour les professeurs, c'est vraiment de se dire que même si on ne peut pas tout faire, ce qui va faire une énorme différence pour les élèves, c'est d'être incité à la prise de parole. Donc l'oralisation, il faut les jeter dans la parole le plus vite possible et à toute occasion, y compris pour dire une phrase. Voilà, c'est ça. Oui, la Alors, préparation du grand oral ne consiste pas uniquement à répéter l'exposé ou l'entretien qui aura lieu le jour J. Hein. Il faut oraliser de manière beaucoup plus globale. Par exemple, dans le cadre d'un débat, hein, faire participer ceux qui participent moins d'habitude pour que tout simplement ils soient entraînés au grand oral. C'est-à-dire que dans les dernières semaines, il faudrait quand même que tout le monde dans le groupe, dans la classe, ait régulièrement participé sans note. Hein, et régulièrement pris la parole sans note, sans pour autant que tout le monde ait présenté effectivement le fameux exposé. Cela dit, les autres années, cette année est très particulière, mais les autres années, si on s'organise suffisamment à l'avance, on peut même penser parfois à préparer déjà des choses en première. Il est tout à fait possible d'entraîner régulièrement des élèves à parler sans notes. Hein. J'ai déjà commencé un petit peu avec mon groupe de première cette année, par exemple, qui sera de ce point de vue-là un peu plus entraîné que le groupe de terminale de cette année. Alors pour terminer donc concrètement de répondre à la question, oraliser au maximum la préparation des spécialités, c'est-à-dire que quand on n'est pas dans le grand oral,
on s'arrange quand même pour préparer l'oral en faisant des prises de parole plus nombreuses que ce qu'on fait d'habitude. Je reviens sur les ateliers. Comment faire des ateliers? Alors, si l'état, l'ambiance et la discipline dans vos classes le permettent, vous pouvez effectivement gagner du temps en faisant des ateliers de 4 élèves, en collant des tables doubles et en les retournant pour avoir donc dans l'espace, ça c'est aussi une chose qu'il faut dire, le rapport à l'espace, vous organisez dans l'espace des groupes de 4 où en fait ils vont travailler sur un sujet particulier, faire la synthèse par exemple de leur orientation, et ils vont se le présenter entre eux. Alors quel est l'inconvénient? C'est que si vous ne disposez pas d'une classe suffisamment grande en termes d'espace, le brouhaha, il va falloir gérer cela. Vous pouvez donner l'astuce et l'indication du chuchotement. Là encore, c'est de la confiance, hein. Donc on chuchote par groupe de 4 et on se présente. Donc il y en a 3 qui présentent et un qui va faire la restitution, une restitution, quelle qu'elle soit, publiquement, entre guillemets, au professeur. Donc ça, c'est une manière, tout le monde n'aura pas parlé au professeur, mais tout le monde aura parlé entre soi. Ça demande d'être très clair sur le règlement, ça demande de faire ça avec le chrono et de faire entendre les sonneries en disant maintenant vous passez à telle phase. Et là encore, le carnet peut vous aider parce qu'il va vous dire explicitement quel type de choses peuvent être travaillées. Voilà, donc le travail en atelier est possible, mais les règles doivent être très claires. Le chrono doit être est fondamental. Demander une discipline et un chuchotement, et puis demander quand même. Donc vous gagnez, vous gagnez 3/4 des choses, puisqu'il y a donc une restitution au professeur seulement par une personne. Et puis ça tournerait la fois suivante dans le même groupe de 4. Voilà, ce sont Alors, des options. Et là encore, j'ai encore quelques questions sur l'organisation, et puis après on va changer de domaine de questions, mais c'est un vrai souci quand même de savoir comment s'organiser en classe dès le mois de février. Voilà. Donc il y a 2 spécialités qui sont au programme de terminale. Les élèves vont pas choisir la même spécialité, donc on a 2 professeurs de spécialité, sans compter un professeur principal qui n'est pas forcément le professeur de spécialité. Comment on se répartit le travail? Est-ce que, par exemple, dans la classe, ce travail du grand oral peut être fait par un professeur de spécialité et puis l'autre, enfin chacun dans sa spécialité? Comment se coordonner? Comment mutualiser le travail? Est-ce que le professeur, principal, s'il n'est pas le professeur de spécialité, a-t-il un rôle à jouer dans l'organisation? Enfin, voilà. Donc, on voit bien que du côté des élèves, on peut organiser des binômes, des ateliers. Maintenant, comment ça se passe du côté des enseignants? Alors là aussi, c'est une question à laquelle on répondra beaucoup plus facilement une fois que la première session aura lieu. Mais bon, on va quand même essayer d'imaginer comment les choses peuvent se passer. Les spécialités sont plus ou moins reliées ou plus ou moins compatibles entre elles. D'ailleurs, parfois c'est beaucoup plus facile si on est par exemple dans le cadre d'un pôle de spécialité entre guillemets littéraire, de travailler les uns avec les autres, que si les spécialités sont très éloignées en termes sur le plan disciplinaire. Mais en fait, bon, c'est vrai que ça peut être un casse-tête, c'est-à-dire qu'il faudrait voir peut-être pas au cas par cas, mais type de spécialité par type de spécialité. Mais on peut effectivement envisager parfois une répartition qui ferait que si deux professeurs de 2 spécialités différentes travaillent ensemble, une des 2 spécialités s'occupe davantage du grand oral que l'autre. Bon, je sais de quoi je parle, la spécialité HLP, disons-le tout de suite, est assez avantagée par rapport à d'autres spécialités sur ce point-là, puisque la question de l'oral fait même partie de notre programme. Dès la première, il y a la question du pouvoir de la parole qui est évoquée en cours comme élément du programme. Et donc, s'il fallait faire une répartition entre professeurs de spécialité, ce serait sans doute plus simple pour certains professeurs de prendre davantage de cours que d'autres. Typiquement, si vous êtes un enseignant de spécialité scientifique et que vous avez un collègue en HLP, sans toujours non plus tout lui donner, mais il est vrai qu'il est sans doute plus facile pour lui de prendre une grande partie des heures, pas tout, mais une grande partie des heures. Donc c'est aussi une question de type de spécialité, c'est en fonction de ça aussi qu'on peut réfléchir. Oui, alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? En fait, il faudrait que les professeurs aient des espaces et l'occasion d'échanger entre eux un certain nombre d'informations. Donc, il va falloir mettre en place une collecte des informations pour se demander qui fait quoi et qui s'occupe de quoi. Et là, effectivement, c'est vertigineux parce qu'on se dit que ça aussi, c'est chronophage. En plus de tout le reste, comment faire? Alors,
Parmi les choses créatives, et là ça dépend aussi voilà, des affinités de chacun, mais il est clair que mettre en place un petit outil collaboratif, je pense aux applications qui sont souvent, dont certaines sont souvent gratuites, en tout cas dans leur modalité de base, mais qui suffisent. Là, il y a probablement en termes de communication un échange à organiser autour de ces plateformes collaboratives. Alors, je ne veux pas citer de nom, mais on sait très bien, voilà, il y a des applications qui permettent de consigner des informations que tout le monde consulte en temps réel et qui s'actualisent et qui fait que tout le monde a l'info de façon synchrone. Oui, il faut probablement se doter d'outils. Voilà, encore une fois, je suis gênée de citer des noms, mais d'outils collaboratifs qui permettent de gagner du temps. Parce qu'il y a des échanges nécessaires, tout simplement, entre les professeurs, et puis il y a des choix d'opportunités. Moi, je pense que de toute façon, et c'est ce que le carnet préconise assez vite dans l'ordre chronologique, finalement, on est fixé à partir du moment où les élèves ont une idée suffisamment claire de leur orientation et des sujets d'exposé qu'ils prennent pour se répartir les choses. Oui, il faut voir aussi ce point, pas uniquement comme un problème, mais aussi comme une opportunité, hein. C'est aussi l'opportunité de découvrir très précisément, ou en tout cas dans les grandes largeurs, ce que font nos collègues hein, dans les autres disciplines, hein, ce que nous ne faisons pas tellement finalement habituellement. Et donc il y a aussi cet approfondissement hein, des différentes spécialités les unes par les autres qui peut être intéressant à mener. Eh bien, je vous remercie. Il nous reste 2 minutes. Donc, nous allons conclure, si vous voulez bien. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à poser des questions. Donc, pour tous ceux pour lesquels nous n'avons pas pu répondre, sachez que nous allons répondre par mail. Je vous rappelle que le replay vous sera transmis dans votre boîte mail les prochains jours. Donc voilà, et je remercie bien Christine Farinck et Jérôme Drava d'avoir consacré du temps pour présenter donc ce grand carnet de grand oral dans la collection Mes carnets bac qui est maintenant en librairie et qui propose une méthode très originale. Donc vous l'avez bien compris, une méthode qui va favoriser quand même l'autonomie des élèves et qui va vous permettre, de déléguer déléguer du temps. Enfin voilà, vous allez pouvoir leur demander des choses à faire à la maison, remplir le carnet par eux-mêmes, faire des recherches. Donc c'est du temps de gagner de votre côté et c'est aussi un carnet qui du coup va favoriser beaucoup l'autonomie des élèves et va les responsabiliser dans cette discipline et dans cette épreuve. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que nous aurons répondu à toutes vos questions, vos demandes, vos attentes. Et puis merci encore d'avoir été nombreux. Au revoir. Merci Karine. Merci, Est-ce qu'on peut merci. ajouter un petit mot Oui, juste bien auparavant sûr. pour dire que voilà, les échanges autour du carnet du grand oral peuvent continuer sur un compte Instagram que nous avons ouvert pour l'occasion, donc Grand Oral du Bac, la méthode. Voilà, et nous assurerons à cette occasion, donc sur Instagram, un suivi aussi de la préparation. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez poursuivre cet échange. Merci beaucoup Karine, et puis Merci. aussi Emeline et Je vous en prie. Virginie pour la mise en place de ce webinaire. Et bonne chance à tous et à toutes. Merci. Au revoir. Au revoir.